Bonjour, bienvenue, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder ou revisionner cet épisode. Vous êtes sur le podcast La technologie blockchain en Afrique francophone, donc le podcast qui met en avant les projets, les acteurs de notre industrie technologique. Nous sommes beaucoup orientés vers la blockchain et le milieu de la crypto, du Web3. Et si vous visionnez cet épisode, c'est que nous sommes en 2025 et j'aimerais profiter de ce moment pour souhaiter meilleurs vœux et excellente année à toute la communauté et que de beaux projets puissent naître au cours de cette année. On continue toujours à pousser l'écosystème, comme vous le savez. Et dans cet épisode, on reçoit un invité de marque. Vous aurez l'occasion de le rencontrer juste après le jingle. Bonjour et rebonjour. Je suis avec mon acolyte d'habitude, Patrick Eboué. Ah ouais, comme d'habitude, bonne heureuse année encore à tous. On est très très heureux de vous retrouver encore ici et c'est sûr qu'on va parler de choses encore intéressantes. Vous savez, nous sommes passionnés du sujet et on ne manque pas en tout cas d'idées ou de thèmes à développer quand il s'agit de blockchain, de Web3 ou voilà, crypto-monnaie, tout ça. Donc ce matin ou, bon, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, on est encore une fois très heureux et puis vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un tout à l'heure avec qui on va échanger et puis on va apprendre beaucoup de choses. Merci Loïc. Effectivement, merci Patrick. Alors, j'ai eu l'occasion de bosser en indice. De toute façon, je pense que le titre va révéler cela. J'ai eu l'occasion d'y bosser au cours de l'année dernière, 2023-2024, par la grâce de Dieu. Et je me suis rendu compte que c'est un écosystème magnifique qui est en plein essor. Et c'est une joie, c'est une grâce d'avoir le CEO de EasyChange aujourd'hui avec nous, Edouard Koublenou. Bonjour Edouard et bienvenue sur cette session. Bonjour Loïc, bonjour Patrick et merci de me recevoir sur votre podcast. Ça fait plaisir après plusieurs mois, après plusieurs moments d'échange et de collaboration ensemble de se retrouver sur ce moment. Ça change un peu du cadre un peu professionnel, un peu trop hiérarchique parfois. Je casse un peu la brise parfois parce que quand on est dans la même entreprise, il peut y avoir certaines limites dans les échanges parfois et certains complexes parfois à partager certaines choses, mais quand on sort un peu du cadre. Mais quoique, en vrai, de toute mon année à EasyChange, on a toujours eu cette flexibilité dans nos échanges. Je ne sais pas pourquoi. Cette facilité à... C'est fait comme ça, EasyChange, pour que les choses puissent se dérouler normalement. Et c'est ce qu'on appelle horizontalité chez nous. Tout le monde est au même pied d'égalité. Donc, il n'y a pas un DG tout puissant et tout. D'ailleurs, dans l'écosystème start-up, je pense que pour la plupart, ça se passe comme ça. Il faut cette flexibilité-là. Et ça montre comment c'est dynamique. Et je profite pour faire un coucou à Marius également. Gros big up à lui. Et lui souhaiter également une excellente année et à tout le monde. Du coup, le programme de cette session, le programme sera assez simple. Ça sera déjà de découvrir Edouard. Pour ceux qui ne le connaissent pas en dehors de son titre de CEO EasyChange, peut-être même ceux qui ne l'ont pas encore vu découvriront qui est Edouard. On parlera ensuite d'EasyChange, comment est-ce que EasyChange s'est constitué jusqu'à aujourd'hui et qu'est-ce qui vous attend justement au cours de cette année avec EasyChange et au cours des années à venir. Donc, et puis on va pimenter en tout cas la session pour poser les questions que se posent les utilisateurs d'EasyChange et consorts, tout ça. Donc, on va faire remonter tout ce qui s'est dit en commentaire. Ah ouais. Voilà, parce qu'on est en face du CEO, donc il faut tout poser. Voilà. Ouais. Les gens vont commenter tout ce qui se fait. Donc, il est important de pouvoir remonter un peu les comment on dit ça bien déjà, sûr, les sons, comme les Ivoiriens. Les sons, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Non, mais c'est des jolis sons. Avec plaisir. Quand on a devant soi des gens qui représentent aussi la communauté, la clientèle, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de répondre à leurs préoccupations. Tout à fait. Super. Ça marche. Du coup, Edouard, on va commencer par ton parcours. Avant d'être CEO chez EasyChange, avant de lancer ce magnifique écosystème, tu avais déjà un background assez intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de Edouard avant EasyChange? D'accord, avec plaisir Loïc. Merci pour la question. Edouard avant EasyChange, en tout cas, dans la suite, je vais vous raconter des anecdotes parce que je ne suis pas forcément à la base
financier et tout. C'est vrai, j'ai fait un baccalauréat chez eux, ce qu'on appelle comptabilité chez nous. Et puis ensuite, j'ai fait l'ENEAM. L'ENEAM, c'est l'École nationale d'économie appliquée de management au Bénin. Donc, c'est une université de prestige, je peux le dire. Mais là, j'ai fait les transports et la logistique. OK. Donc, orienter tout ce qui est manutention, orienter tout ce qui est transport, mobilité et toutes ces questions-là. Et donc, là, d'ailleurs, j'en ai fait mon master dans ce domaine-là. Mais déjà, à ce niveau, on sentait un profil financier. Parce qu'avec un camarade qui a eu déjà l'idée et que j'ai accompagné, on a mis en place une tontine pour les étudiants. OK. Une tontine pour les étudiants. Et donc, on permettait aux étudiants d'épargner. Parce qu'on dit, oui, tout ce que les parents nous donnent, il faut épargner. À un moment donné, on a besoin de tel livre, de tel ouvrage. Il faut pas encore faire recours par an parce qu'on a une économie là, on peut les dépenser. Donc, c'était dans cet objectif-là qu'on a commencé. Donc, tout le monde nous connaissait à l'ENEAM comme les tontines. Mais là, ce que je vais vous raconter rapidement, c'est qu'à un moment donné, il y a un prof qui nous disait « Ce que vous faites là, ce sont les étudiants qui sont en banque finance qui devraient le faire. » Donc, c'est quand même paradoxal que vous, qui êtes en transport et logistique, c'est vous qui faites ce travail-là. Comment se fait-il qu'ils n'y ont pas pensé? Donc, généralement, c'est ce qui se passe. On n'a pas besoin forcément d'être dans un domaine. C'est la passion qui guide, qui oriente. Et donc, cette passion de toucher aux choses financières et tout, cette passion-là nous animait depuis qu'on était étudiant. On a fait plein de choses à partir de cette tontine-là qui sont toujours dans le domaine financier et tout. Bref, donc, après cela, j'ai suivi le domaine dans lequel j'ai été formé. Donc, j'ai fait quelques années, disons 9 ou 8 ans, dans le domaine au port, avec une entreprise, une multinationale, qui était dans le domaine de la logistique. C'est les mêmes modèles comme Bolloré. Voilà, exactement. Donc, c'est là j'ai appris quand même le management, les process en entreprise, comment ça se passe, comment et tout. Parce que en tout cas, au début, après l'université, en même temps, on rencontre ce monde-là où on voit que, oui, là-bas, ce sont des procédures, et rien n'est à laisser. Donc, pour vraiment constituer l'entreprise, pour que les choses marchent normalement, il faut suivre ces procédures-là. Et donc, on est resté là. C'était une entreprise magnifique, vraiment magnifique du point de vue gestion du personnel, comment considérer le personnel, les collaborateurs et tout, puisqu'il s'agit d'une multinationale. Tout venait d'en haut, d'accord? Donc, on était quand même bien à l'aise. Et puis, on a appris beaucoup de choses là. On a appris, et Marus, d'ailleurs, y était. Ah ouais? Et donc, du coup, c'est là qu'on s'est vus. OK. Et puis, voilà. Après, Marus, lui, il est parti en Russie. Et il s'est fait former en informatique, développement web et tout. Et donc, il était là-bas quand... on a gardé le contact avec d'autres collègues en son temps. Et puis, on a commencé à se mettre dans la crypto, la blockchain, les mots là. On a commencé à se familiariser avec ces mots. Et bon, en cherchant beaucoup plus, qu'est-ce qui peut être fait. Et on a commencé à voir les difficultés. C'est-à-dire, moi, je suis intéressé. Je vais acheter déjà vers les années 2017, 2016, le Bitcoin. Il n'y a pas un acteur qui peut m'aider dans ce domaine. Il faut courir pour aller voir, pour aller se prendre une carte bancaire, carte Visa. Et on sait au Bénin comment c'est difficile. Et moi, j'étais quand même très engagé, je le faisais. S'il faut parcourir même des kilomètres pour aller prendre une carte Visa, pour aller la recharger. Et puis, quand on la recharge maintenant et puis on achète quelques dollars en Bitcoin, les gens sont intéressés et donc on leur revend ça de façon directe, on leur revend. Mais je ne peux pas vous dire ici le prix du dollar. C'était mais parce que ici, c'était ouf. Je me rappelle qu'à une époque, il y avait même des personnes qui vendaient le dollar à 700 francs. On vendait le dollar jusqu'à 1000 francs. Le dollar, un dollar à 1000 francs. On se dit, mais c'est intéressant ça. Parce que, déjà, ça revenait, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coût de revient, ça revenait jusqu'à 700 déjà le dollar. Donc, si quelqu'un te le revend même à 750, il n'est pas vraiment sans profit, il n'a pas vraiment de profit. Parce que
les tracasseries pour recharger la carte avant même d'aller acheter sur les plateformes internationales en ce moment, c'était compliqué. C'était compliqué. On a dit, il faut mettre quelque chose en place. Et donc, de là, EasyChange est sorti. Waouh. Là, on arrive progressivement à l'histoire de EasyChange comme ça. Mais ce que je note, c'est que il y a eu un développement déjà parce que j'ai envie de dire, les figures avec lesquelles tu as pu évoluer dans l'environnement, tu les as plus ou moins rencontrées déjà en bac dans la période hors fintech, quand tu étais encore dans la logistique. Et c'est comme si, quelque part, vous étiez connectés et que vous avez créé des liens sans savoir que d'ici quelques années, vous alliez pouvoir créer en fait EasyChange, rien qu'en gardant le contact. Donc, il y avait déjà une synergie qui était là, qui est née de cela. Effectivement, c'est cela, parce que Marius, étant informaticien, c'est normal, il est passionné par tout ce qui est informatique, il fait que des recherches de nouvelles choses et tout le temps. Et moi, comme je vous l'ai raconté, j'étais passionné par la finance. Et donc, du coup, il y avait déjà cette interaction-là. Ouais. Quelqu'un passionné par la technologie, quelqu'un passionné par la finance. Donc, et ça existait d'abord avant avant qu'on ne puisse fonder EasyChange. Et ça, c'est quelque chose de fort. Avec ces liens-là, on peut aller beaucoup plus loin, très loin même en vrai. Très loin, et c'est très intéressant. Du coup, on atterrit tout doucement justement dans l'histoire d'EasyChange. On voit un peu les difficultés. Et tu as parlé d'un constat qui a été fait. La difficulté pour les gens en fait, d'acquérir en fait, de la crypto dans votre environnement. C'est quelque chose que vous avez noté parce qu'il y avait énormément de demandes. Donc, vous vous êtes dit, allons-y, on va essayer de faciliter les gens. Ou bien c'est parti de... Comment est-ce que ça s'est construit? Parce que je veux simplement permettre aux gens d'acheter facilement la crypto à lancer EasyChange. Je suppose que c'est tout un... Il y a un gap, en fait. Et c'est beaucoup de choses. Donc, comment est-ce qu'on arrive progressivement? Je sais que certaines personnes nous disaient qu'avant, ils achetaient des cryptos par EasyChange en passant par Telegram. Qu'il y avait une sorte c'était une sorte de marketplace sur Telegram par lesquels tu échangeais, on te répondait et puis tu pouvais acheter tes cryptos, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on a avec EasyChange, c'est un modèle web, interface, tout et tout. Du coup, comment est-ce que c'est né? Est-ce qu'on peut avoir encore plus de profondeur sur l'histoire en elle-même? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Maintenant, déjà pour répondre à ce que ceux qui achetaient des cryptos par Telegram pour EasyChange, ce n'était pas vraiment EasyChange, mais voilà, dès que vous créez votre écosystème, votre plateforme, il y en a qui développent des... Sinon, depuis le début, on est parti sur une plateforme, donc un site web. C'est vrai que ce n'est pas ce qui est là actuellement. Très basique, où les gens peuvent quand même dire ce que je donne, ce que je reçois, et puis sélectionner de mobile money, recevoir donc des cryptos et tout. Donc, pour revenir un peu à ce que tu as dit, l'histoire, c'est vrai, la difficulté était là. Avant même d'avoir cette difficulté, il y avait un groupe, d'accord, les groupes WhatsApp et tout. Et ce groupe-là, c'est Marius et d'autres collaborateurs qui l'ont mis en place pour partager quand même un peu les nouveautés dans l'investissement et tout ce qu'on sait. Donc, il y a pas mal d'informations qui sortaient. C'est dans ce groupe-là que voilà, on a commencé à partager des infos sur les cryptos. Donc, après, on a bien structuré le groupe pour que les gens n'envoient pas de n'importe quoi. Parce que dès que vous avez un groupe, voilà, il y a des sites Internet. Donc, on a structuré le groupe. On a un autre petit groupe des administrateurs de ce groupe-là pour bien structurer l'information qui est envoyée dans ce groupe, dans ce grand groupe-là. Et je pense qu'il y avait près de 100 ou 50 de personnes déjà dans ce groupe-là. Donc, nous, on s'est constitué en administrateur. On veillait donc nous-mêmes, puisqu'il fallait apporter la bonne information, ça nous demandait de se cultiver davantage. C'est ça. Et donc, il y avait cette communauté-là qui s'est formée. Et dans cette communauté, puisqu'on nous voyait comme la lanterne, ceux qui avaient l'information, la lumière, on nous demandait, oui, je vais acheter, aidez-moi. Donc, c'est pas parti forcément d'une ou deux personnes, mais on a senti quand même qu'il y avait une communauté qui avait le besoin. C'est ça. Et on a essayé de voir dans d'autres forums, est-ce que le besoin y était aussi, on a vu.
effectivement que le besoin était là. Et puis, voilà, un premier call, un second call, on a vu le modèle, ce qu'on veut faire. Et puis, on s'est lancé très rapidement. On n'a pas perdu de temps, en tout cas. Et là, on parle de quelle année? Là, on était en 2017. Mais 2017, il n'y avait pas de peur, vous n'avez pas peur du fait que le marché soit encore embryonnaire, il n'y avait pas une grande connaissance des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cru en votre projet, tout ça? Je dirais que c'est cette envie-là de faire les choses. Genre, on a trouvé une idée, on a vu qu'il y a une opportunité et puis on s'est lancé. Parce que j'ai l'habitude de le dire, la dernière fois, je l'ai dit quand on était au Cameroun lors d'un after-work, que si Easy Change, on s'est mis à rédiger le document du projet, à faire toutes les étapes qu'il faut pour lancer un projet, c'est qu'aujourd'hui, ce nom-là n'existerait pas. Easy Change n'existerait pas. Parce que après qu'on ait lancé ce projet, vu les difficultés, on parle du cadre réglementaire. Dès que tu vas avec quelqu'un, il dit « Ah ouais, crypto, c'est pas régulé. Et toi, tu veux faire... » Donc, on est sûr qu'on aurait eu des découragements et puis on aurait vu que non. Ici, là, effectivement, c'est pas là où il faut se lancer. Mais nous, on s'est lancé et puis, voilà, on est là aujourd'hui. Permets-moi, Edouard, de te tutoyer. Ouais, sans souci. Tu entends de nous dire ici, tu entends de dire à tous ceux qui nous regardent que dès que vous avez une idée, lancez-vous. Pas besoin d'écrire quoi que ce soit, un business plan. Parce que tu sais, on passe toujours par un business plan. Et le business plan, c'est une... Je ne sais même pas comment appeler ça. C'est parfois casse-tête pour certaines personnes. C'est un casse-tête. Tu entends de nous dire, dès que vous avez une idée, lancez-vous. Et puis en chemin, les choses se mettent en place. C'est bien ça. Ouais, les expériences ne sont pas les mêmes. OK? Maintenant, je veux dire quand même, vous pouvez être en train de... C'est pas mauvais, puisqu'on a vu, oui, il faut faire l'étude de terrain, l'étude de faisabilité et tout. Maintenant, si en parallèle à ça, vous pouvez être dans l'action. C'est ce que je dis ici. Nous, on n'a pas pris par deux chemins. On est allé directement à l'action. Maintenant, si aujourd'hui, les gens peuvent cumuler l'action et en train de travailler leur business plan, c'est aussi mieux. Mais être sur un document où on n'a même pas encore... Qu'est-ce que vous faites? Rien. Et puis, vous restez là pendant 3 ans. Imaginez pendant 3 ans ce qui peut se passer en termes d'évolution, en termes de... C'est beaucoup. Donc, les gens, parfois, perdent beaucoup de temps à dire, oui, le business plan, on l'améliore. Genre, ils passent de version 1.0, 2.0 de leur business plan pendant 3 ans. Ce n'est pas intéressant. Je pense qu'en tant que jeune, il faut aller très vite. Et donc, dès qu'on a l'idée, mettre en place ce qu'il faut. Après, vous allez l'améliorer au fur et à mesure. J'aime beaucoup cette mentalité-là. Ouais, et je pense que ça rejoint tellement, en fait, le state of mind de l'entrepreneur qui va, en fait, sur le marché, qui va conquérir le marché et qui est vraiment, en fait, dans l'action effectif, en fait, concret, que dans la spéculation. Parce que bien souvent, on est reconnu... Malheureusement, avec cette casquette-là, ce n'est pas notre casquette. La casquette des francophones comme des beaux parleurs, comme des spéculateurs, mais très peu d'action. Quand on regarde sur le marché actuel, et on regarde des personnes qui ont énormément d'initiatives, énormément de projets, mais en vrai, c'est comme il le dit, ça reste encore sur papier. Et parfois, ça reste sur papier parce que peut-être on attend qu'on ait des investisseurs qui vont venir dès le départ. Mais justement, en parlant d'investisseurs financement, petite parenthèse, c'est que EasyChange est ce qu'elle est aujourd'hui sans levée de fonds. Bien sûr, c'est ça. EasyChange est parti de nos fonds propres. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, mais voilà, ça a été lancé. C'est de ça on est parti. Ouais, donc déjà, il y avait cette volonté-là de commencer quelque chose et de voir comment est-ce que ça allait évoluer. Et progressivement, en fait, le reste prend forme avec la demande, avec ce qui arrive. Et je pense que ça doit être une culture qu'on doit pouvoir développer ici, instituer dans notre communauté, pour qu'on ait beaucoup plus de projets. Parce que ne serait-ce que lancer ça et que quelqu'un voie, par exemple, il peut venir t'accompagner ou t'appuyer, etc. Mais si tu n'as même pas un prototype, là, prêt à parler pour toi ou à faire des tests, ça peut être compliqué d'aller sur plein de forums, plein d'événements et dire « Ah ouais, moi j'ai tel projet, ça on en rencontre. Et dès qu'ils finissent de parler, tu les prends, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien, c'est une idée et on est dans la spéculation, comme tu as dit. On est en train de voir que cette idée-là et tout, mais voilà, fais quelque chose, frère. Fais quelque chose. C'est ça. Ouais.
C'est ça. Et puis, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment vous pousser, d'accord, à passer à l'action. Et ça me permet de poser une question encore. Est-ce que, en termes j'allais dire, en termes de clients, donc au début d'Easy Change, par exemple, comment est-ce que vous répondiez à la demande? Lorsqu'il y avait une demande assez élevée par rapport à votre capacité financière, par exemple, comment ça se passait? Comment est-ce que vous trouviez la solution pour répondre à un client qui veut quelque chose qui est au-delà de ce que vous aviez en ce temps-là? Comment ça se passait? Justement, ça, c'est une très belle question. Ouais. Parce qu'on avait ce challenge. Ah ouais, ce challenge, on avait eu ce challenge. À des moments donnés, c'était hyper compliqué. On se posait la question, ouais, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Déjà, disons qu'on est parti sur un formulaire. Donc, tu vas sur le site, tu remplis le formulaire, on a l'information et puis on traitait l'information de façon manuelle. Donc là, on parlait de combien de transactions le jour, 100 à 200 transactions le jour. OK? Et puis, on le traitait manuellement et il n'y avait pas de souci. Maintenant, toujours est-il qu'il y en a qui venaient et qui demandaient des échanges pour lesquels, parce que EasyChange, c'est que vous envoyez un montant et on vous donne la contrepartie. Cette contrepartie doit d'abord exister. C'est pas qu'on prend ce que vous avez envoyé pour aller chercher la contrepartie à vous donner. La contrepartie doit exister. Et c'est sur ce modèle-là qu'on a fondé la plateforme. Parce que dès qu'on prend votre argent et puis pour aller chercher la contrepartie, ça peut être compliqué. Les challenges derrière, vous tombez sur quelqu'un et puisque vous êtes pressé pour servir votre clientèle, vous êtes stressé et tout ça, on a dit non, il faut qu'on ait cette contrepartie. Du coup, à partir du formulaire, on a eu l'idée rapidement de montrer aux gens quelle est notre réserve en termes de cette contrepartie. S'il veut du Bitcoin, quelle est la réserve pour rester très transparent en fait, avec tout le monde. Ouais. C'est la réserve dont nous disposons et vous pouvez prendre cette réserve-là d'abord. Au fur et à mesure, ça se constitue. Et donc, on a commencé à augmenter les fonds propres pour avoir beaucoup plus de réserves. Mais c'est de cette façon qu'on est parti. Donc, il y en a effectivement qui nous disent « Ouais, mais voilà, moi, je suis obligé d'aller ailleurs parce que vous n'avez pas cette capacité. Bah, ça arrive, mais bon. Ça a évité un peu de stress. Et puis, parce que dès que tu prends l'argent des gens et tu leur dis sur la plateforme, c'était chronométré, 10 minutes maximum. Donc, après votre transaction, 10 minutes maximum, vous devez recevoir la contrepartie. Il y avait ça décomptait sur la plateforme. C'est un peu le même modèle. On retrouve un peu ce même modèle-là chez Rassu Exchange. Voilà, bon, c'est quelque chose que nous on a implémenté depuis ces années-là. Et donc, issu. Et à la fin, s'il n'a pas reçu, voilà, il devient tout furieux. C'est ça, c'est sûr. C'est difficile le service client. Voilà, c'est difficile de le gérer. Donc, on est parti à partir de ce modèle. Mais on a constaté quand même, ça nous permettait de comprendre qu'il y avait la demande et que les gens, notre capacité, elle était toute petite. Et donc, de faire focus et puis tout ce qu'on avait comme revenu, de les cumuler pour augmenter la capacité, augmenter la capacité. Et même des fonds propres qu'on percevait nous-mêmes pour nos besoins personnels, c'était pour augmenter la capacité. Tout rentrait. Donc, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça s'est plus ou moins équilibré. Et puis, voilà. Mais je le dis, il y avait des moments où forcément les gens ont dû faire leur transaction qui a fait 2 jours parce que vraiment, on était dans cette difficulté-là. Et puis, je pense qu'à partir de cet instant, d'autres ont développé rapidement des plateformes comme EasyChange. Ils ont dit, EasyChange n'arrive plus à servir. Et vraiment, ils ont vu peut-être des failles là. Voilà. Mais aujourd'hui, ces plateformes, la plupart n'existent pas. Parce que ce n'est pas de cette façon nous on est parti. On est parti avec la passion de faire la chose et de bien le faire surtout. Pour le long terme. Et de bien le faire. Ceux qui ont vu que la capacité de EasyChange est faible et que nous-mêmes, on va le faire, on va les concurrencer. On a eu des plateformes qui ont dit, on vient tuer EasyChange. 6 ans après, on est encore là, mais ces plateformes-là... Wow. C'est fort, ça. Non, mais c'est fort, mais en vrai... Ça me pousse à poser cette question-là. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous distingue maintenant des autres plateformes de façon claire et précise? Ça pourrait aider peut-être, j'allais dire, de potentiels, par exemple, jeunes qui veulent créer aussi leur plateforme demain, tout ça. Qu'est-ce qui vous distingue? Comment regarder un peu? Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Je dirais, premièrement, c'est le professionnalisme, d'accord? Nous, tout ce qu'on fait ici, j'ai eu des témoignages
où, même ici à Abidjan, j'ai rencontré un grand directeur qui utilisait la plateforme. Mais quand il m'a vu et je lui disais, je suis cofondateur, il dit, j'ai toujours cru que cette plateforme, elle est étrangère. Ouais. Wow. Elle est française, elle est européenne. Parce que je n'ai pas vu ce sérieux-là dans les produits que les gens ou les services que les gens rendent ici, surtout en ligne et parlant des crypto-monnaies. Donc, nous, on ne fait pas les choses en regardant, ouais, ici, les gens ne mettent pas tout le sérieux. En tout cas, ça a commencé maintenant, mais au début, les gens ne mettent pas tout le sérieux qu'il faut. On fait seulement comme celui qui veut consommer même. Son attente n'est pas trop. On fait les choses de cette façon-là. Mais nous, on ne l'a pas fait. Rapidement, après les premières années, on a mis vraiment le sérieux qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et puis aujourd'hui, ce professionnalisme, les gens n'arrivent pas. Dans tous les domaines, finance, compliance, la technologie, la technique, tout ça, on met le professionnalisme qu'il faut. Et puis, on est très orienté aussi utilisateur. Donc, tout ce qu'on met, on le teste et on se dit, si nous-mêmes, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'on est à l'aise si quelqu'un nous rend cette interface ou bien ce parcours utilisateur, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Si on n'est pas à l'aise, on refait. De telle sorte que nous-mêmes, qu'on soit à l'aise d'abord. Ce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup ne font pas. Mais en dehors de ça, c'est la façon de travailler. Il y a assez de rigueur à EasyChange. Je pense que Loïc en sait quelque chose. Moi, j'aimais beaucoup les Monday morning, l'école qu'on faisait. Très intense. Mais il faut ça, c'est l'environnement très intense. Et ça, on ne démord pas par rapport à ça. C'est régulier, c'est ça. C'est devenu une institution. Déjà, même quand on n'avait pas un personnel de cette taille-là, déjà à partir de nous-mêmes, la rigueur-là, tu peux avoir, et ça, on le faisait les week-ends, ok? Tu peux avoir un événement, un agor, comme on le dit chez nous. Ok, d'accord. Mais tu es obligé de donner priorité à EasyChange. Et c'est régulier. Il n'y a même pas de permission. On dit les excuses ne sont pas à tolérer chez nous. Parce que je m'excuse, ça dit c'est EasyChange d'abord. Ouais, c'est EasyChange d'abord. C'est ça, c'est EasyChange d'abord. Si tu te lances à nous donner des excuses, on se dit, voilà, va voir ailleurs, quoi. Mais ici, on n'a pas besoin d'excuses. Parce que si les gens se lancent dans les excuses, ils en trouveront plein et tout le temps. Et donc, on ne tolère même pas une seule. Et voilà, donc, je dirais ces 3 points qui ont fait quand même une différence et qui continuent de faire la différence entre EasyChange et puis d'autres plateformes. Effectivement. C'est intéressant. Il y a plein de questions qui me... Là, tout de suite, une question piquante. EasyChange, c'est quoi en termes de chiffres? Je savais que la question sur les chiffres allait arriver. Voilà, en termes de chiffres, c'est quoi? Ou bien, est-ce qu'on peut en parler? Si le CEO est là, je pense que les chiffres vont aussi. Quelqu'un m'a dit au Sénégal, avant de dire que les Africains n'aiment pas parler des chiffres. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Surtout le domaine. Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas parler, c'est que la maîtrise des chiffres, ce n'est pas quelque chose qui est très facile aussi. D'accord? Cela nous a amené, nous, à avoir une équipe data science qui s'occupe de tout ça pour qu'on puisse maîtriser les chiffres. Parce que quand on parle, les chiffres sont quand même très importants. Et il faut donner les chiffres, il faut les maîtriser et tout ça. Donc, parlant de chiffres, déjà, EasyChange, c'est... Tu sais, moi, j'ai déjà quelques chiffres à donner quand même. J'ai déjà quelques chiffres à lui donner quand même. Tu sais, quand je suis arrivé en 2023, 2023, j'ai vu en fait comment le marché est monté. On était à plus de 650 000 utilisateurs. Et avant 2024, avant la fin 2024, on était passé déjà à plus d'1 million d'utilisateurs. C'est ça. Le marché, même en Côte d'Ivoire également, a connu une croissance de plus de 20%. Déjà au niveau des utilisateurs. La deuxième métrique que j'ai et que j'ai vue en fait qui a été améliorée, il a parlé de la qualité du service. Au début, qui était à 10 minutes, comme il disait dans les premiers temps. Mais si je me rappelle bien, si j'ai encore les bons chiffres, on était dernièrement sur les derniers points avec les services opérateurs à servir des utilisateurs, les clients, en moins de 5 minutes. Et peut-être même que ça a dû chuter encore. Donc ça, déjà, ce sont quelques points intéressants et encourageants. Mais laissons ici donner plus de détails. Ouais, il a pris ma place. Bon, mais comme il a dit, on est passé à plus de millions d'utilisateurs et disons 50 000 qui sont utilisateurs actifs de la plateforme.
Et voilà, en termes de nombre de transactions, puisqu'on est sur du B2C, du B2B, du P2P, on est sur tous les volets. Donc, sur du B2C, on est dans les plus de 5000 transactions par jour. Okay, en termes de nombre de transactions, ce volume équivaut à plus de 250 millions de francs CFA journaliers. Okay? Et voilà un peu. Sur du B2C qu'on a commencé, ça fait pas longtemps, disons il y a 2 ans. Sur du B2B, il y a 2 ans. Donc, on a quand même près de 5 partenaires, d'accord? Bon, je veux dire entreprises qui font des transactions avec nous journalièrement. Okay? Et là, c'est des volumes allant par jour dans les 500 000 minimum, en fait. Minimum. Dollars. Voilà, oui, 500 000 $. Voilà, en fait, cette question, elle était importante qu'on la pose parce que ça démontre un peu la persévérance d'EasyChange. EasyChange qui commence sans appui, okay, et qui aujourd'hui se retrouve à un niveau assez intéressant. Et on voit un peu la progression sans arrêt. Ça donne quand même beaucoup de force à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine, que ce soit dans l'exchange ou autre chose. Et c'est vraiment édifiant. Ouais. Wow. Effectivement. Et quand on regarde, même sur la scène, tu vois, de notre côté ici, Afrique francophone, que ce soit Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, on regarde les acteurs sur la scène. Il n'y en a pas énormément qui sont dans... Il y en a plusieurs peut-être qui font du EasyChange, mais il n'y en a pas énormément qui sont véritablement sur l'échelle de EasyChange en termes de scalabilité, en termes de progression, en termes de marge de manœuvre et en termes de fourniture également. Il y a des acteurs qui sont là positionnés, mais lorsque certains besoins se font sentir, ils n'arrivent pas souvent à desservir cela. Et on en a vu même ici en Côte d'Ivoire sur certaines opérations qui ont pu se faire et parfois aussi à côté, c'est qu'il y a déjà des acteurs existants, mais qui n'arrivent pas à faire du EasyChange véritablement. Et ça, c'est une force qu'il faut reconnaître, de montrer en fait qu'il y a la progression et c'est encore même en train de s'étendre. Je ne sais pas. On termine 2024 avec un Bitcoin qui est déjà à 100 000. Disons 100 000. On a terminé 2024 avec un Bitcoin qui a fait tous les 100 000. 100 000. Voilà. Et tu vois, tous les feux de projecteurs maintenant se tournent vers l'industrie de la crypto. Et on veut savoir maintenant qui sont les acteurs qui sont dans la blockchain, dans le Web3. Et on commence encore à prendre plus au sérieux en fait ce qu'on est en train de faire et cet écosystème qui est en train de grandir. Du coup, dans la suite, en fait, on voit ce que EasyChange fait. Et je rappelle juste en quelque sorte, c'est de permettre aux gens de pouvoir facilement avoir de la crypto à partir du mobile money. C'est un modèle assez unique et commun à ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes sur EasyChange, si vous êtes utilisateur, voici ce que vous pouvez faire avec quelques cryptos déjà qui sont là, comme The Bitcoin et d'autres cryptos qui sont actifs. Il y a également des options de swap, etc. Mais EasyChange est en train de partir vers des modèles encore plus intéressants. Et dans la suite de notre échange, j'aimerais justement qu'on en parle avec Edouard ici présent, en dehors de ce modèle classique qu'on connaît d'EasyChange. Qu'est-ce que EasyChange maintenant en train de nous préparer? Prévoir faire pour cette année 2025 et encore les années à venir. Donc, en termes de perspective, est-ce qu'on peut déjà parler de quelques éléments qui sont au studio en train de se préparer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, il y a pas mal de choses ce n'est même plus au studio, qui sont plus au studio, mais qui sont déjà sorties. C'est juste qu'on n'a pas encore, nous ne sommes pas encore dans la vulgarisation comme il faut. Et je veux parler de EasyPay. EasyPay qui est un agrégateur de paiement crypto. OK? Donc, qu'est-ce que EasyPay fait? Vous avez votre plateforme. Vous vendez peut-être des services, des formations. Puisque jusque-là, vous avez peut-être intégré les options de paiement, mobile money, par carte Visa et autres. EasyChange vous apporte en ce terme-là de recevoir des paiements en crypto. Et donc, on sait, les cryptos étant des paiements sans limite, que votre base de clientèle, qui est peut-être quelques millions de personnes, c'est-à-dire je veux le circonscrire à notre zone Afrique, là, vous passez au monde entier. Exactement. 8 milliards de personnes.
qui se sentent capables d'acheter votre service. Un Chinois, il peut vous payer en Bitcoin pour acheter votre formation. Un Indien, il peut vous payer en USDT, en BNB ou pour payer votre formation. Donc, tout ce que vous avez à faire, le marché est là, le moyen de paiement est là. C'est que vous avez juste à vous ouvrir à ce marché et puis vous allez voir vos chiffres qui iront en exponentiel. Donc, voilà ce que nous avons déjà et que nous utilisons nous-mêmes en tant que EasyChange comme test et que les tests sont déjà concluants, très bons. Et il y a déjà des business qui ont commencé à l'intégrer. Donc, c'est une API que vous venez, que vous intégrez. Ouais, et puis, voilà, ça, c'est parti. Donc, derrière, c'est encore plus intéressant parce que vous n'êtes pas, vous connaissez pas les cryptos et vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec les cryptos. Il n'y a pas de souci. Dès que vous recevez vos paiements, EasyChange se charge de convertir, si je peux le dire, de vous les échanger et vous donner de l'argent que vous voulez, c'est-à-dire dans la monnaie locale. Oui, dans la monnaie locale. De façon très facile. C'est instantané. Oui, instantané. Donc, vous n'avez qu'à choisir l'option. Une fois le paiement reçu, en même temps, convertissez-le au cours du jour en monnaie locale ou je reçois les paiements sur mon dashboard. Option 2, je reçois le paiement sur mon dashboard en crypto et au moment venu, je demande un retrait ou un paiement en monnaie locale et c'est moi-même, en fait, le marchand a la main. Ouais. Il a la main de choisir l'option qu'il veut. Tout à fait. Et juste pour rappel, je précise qu'on a commencé cette interview sans faire une présentation officielle de EasyChange, mais on donne déjà les éléments par endroit comme ça éparpillés. Mais c'est déjà plus de 14 pays sur lesquels EasyChange se situe. À la fois des pays francophones comme des pays également anglophones avec le département anglophone qui a été ouvert en 2024. Donc, on a un channel également ouvert sur ce département-là pour encore plus toucher. Et peut-être même que 2025, on a d'autres pays qui s'ajoutent à la liste et qui vont sans doute faire grandir en fait 14 pays. Donc, c'est plus de 14... c'est 14 pays, plus de 14 pays, mais c'est plusieurs monnaies localement qui sont également inscrites. Donc, ça permet en fait à des marchands d'avoir plus de fonctionnalités et plus de possibilités en termes de réception, en termes de... Mais EasyChange ne craint pas le manque de réglementation. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Ouais, on n'est pas dans la crainte. On est plutôt confiant que les choses vont évoluer parce que le monde où l'Afrique n'est pas à part, l'Afrique est dans le monde. Nos pays de notre zone ouest africaine, c'est dans le monde. Et dans le monde, les choses évoluent. En France, avec la MICA, voilà. Donc, ces choses-là, forcément, ça va évoluer vers notre zone. Nous, on est très confiants. On comprend aussi la position du régulateur aujourd'hui, qui prend son temps, qui a besoin de comprendre. Et nous, on se prend comme un acteur qui, en tout cas, on est prêt pour co-construire cette régulation avec le régulateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours prêt à faire des discussions, à faire des panels sur lesquels ce sujet-là, parlant de régulation, s'échange. Et puis, on a des sessions avec le régulateur aussi. On est un acteur de cette zone-là, non négligeable, et puis on est prêt à participer, à donner plus d'insights aux régulateurs pour comprendre réellement comment les choses fonctionnent et sur quoi orienter la régulation. Oui, et puis c'est le fait qu'aujourd'hui, on entend le GAFI parler un peu de blanchiment d'argent et consorts, tout ça. Comment est-ce que chez EasyChange, on arrive à pouvoir vérifier ou justifier ce type de transfert d'argent? Comment ça se passe? Une très belle question. J'en avais parlé et je disais, côté compliance, on est très, très, très conformiste dessus. On est très réglo sur le côté compliance. Maintenant, en termes d'options, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste regardé les pays, par exemple la France, où on parle de prestataire de services d'actifs numériques, où il y a déjà une licence. Quelles sont les exigences de cette zone-là? En tant que PSAN, prestataire de services d'actifs numériques, qu'est-ce qu'il faut comme exigence? Et nous, on a essayé de plaquer ces exigences-là dans notre modèle. Donc, du coup, aujourd'hui,
Si le régulateur se base un peu sur ce modèle-là pour réguler cette zone, on n'aura plus de difficultés. Ouais, vous avez anticipé. Voilà, on a anticipé déjà. On a anticipé. Voilà. Et ça, je le dis toujours, c'est des coûts que cela demande, d'énormes coûts en termes de passer à une identification automatique. C'est d'énormes coûts, pas utilisateurs que tu onboards, c'est d'énormes coûts, mais bon, on est prêt parce que c'est ce qui rend le business safe. Exactement. Et puis, avec les régulateurs, tu peux discuter pour dire, je maîtrise ce que je fais, je l'ai calqué sur un modèle qui existe ailleurs en termes de conformité, et puis je respecte toutes ces normes-là. Donc, voilà ce que nous faisons. Ouais. Et j'ai vu pas mal de choses au cours de l'année 2024, également la volonté de certains acteurs au niveau local de se constituer en association blockchain. Et justement, je me rappelle qu'il y a eu également une association des fintech du Bénin à laquelle EasyChange également fait partie. Et ça réunit à la fois des acteurs comme EasyChange qui se présentent comme l'un des premiers qui soit justement dans la blockchain, et les autres, ils ont des modèles comme agrégateurs de paiement et d'autres trucs qui sont dans la fintech. Et je pense que, tu vois, ce genre de modèle d'association-là peut faciliter justement la compréhension de l'écosystème et faciliter aussi justement l'intégration du régulateur par rapport à ce qui se fait et au modèle de compliance et de conformité. Et je pense que c'est un modèle similaire qui doit être fait, sinon qui est en train de se dessiner également ici, en Côte d'Ivoire, avec l'association Blockchain Côte d'Ivoire également, dont tu en fais partie. Oui. Dont tu en fais partie. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, mais ça, tu ne l'as pas mentionné. Et comment est-ce que vous-même vous positionnez par rapport à ça? Là, il s'agit des doigts. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Mais en vrai, c'est que ça va toucher, ça ne va pas uniquement toucher le Bénin. Ça touche la Côte d'Ivoire, ça concerne le Sénégal, ça concerne toute la région. Donc, on doit être en bloc unanime pour répondre en fait à ces besoins et à ces requêtes qui pourront se positionner. Donc là, c'est un projet parmi tant d'autres. Je sais qu'il y a également d'autres projets qui sont sur la table. On est en train d'atterrir justement avec ces projets-là qu'on distille un peu pour le reste de l'année. Donc, l'API avec EasyPay et au niveau de l'interface également d'autres choses qui arrivent justement. Oui, bien sûr. Pas que EasyPay, j'en citais, voilà, j'ai donné les détails dessus. Mais en dehors de EasyPay, il y a la carte virtuelle rechargeable avec les cryptos qui est déjà aussi lancée et en live. Voilà. Une carte de débit. Oui, la carte de crédit. Voilà. Donc, une carte virtuelle, pas physique. Donc, virtuel, oui. Voilà, vous allez sur EasyChange et puis vous pouvez générer votre carte. Et cette fois-ci-là, vous avez la possibilité de recharger cette carte avec tous les moyens de paiement qui sont disponibles sur EasyChange, y compris les cryptos. Donc, en fait, un utilisateur crypto, quand il est dans son environnement, il ne veut pas voir ailleurs. Il faut que ce que tu lui fais, que ce soit dans cet environnement-là, que ce soit dans cet écosystème. Donc, nous, on pense les choses de cette façon-là pour leur permettre, dès qu'ils ont leur carte virtuelle, de ne pas être en train de se compliquer la vie pour la recharger. De la recharger avec leur portefeuille Binance, leur portefeuille, et voilà, la carte est rechargée. Ils peuvent l'utiliser pour faire des paiements maintenant. Donc, il y a ça également qui est lancé. Et il y a pas mal de cartes déjà que les gens l'utilisent et puis les gens font les paiements déjà. Il y a également EasyLab, donc notre laboratoire pour incuber des projets. Parce qu'on a parlé de notre histoire au départ. C'est unique. Difficile. On ne va pas faire vivre ça à tout le monde. Tout le monde ne pourra pas supporter ça. Donc, tout le monde ne pourra pas supporter. Il n'y a pas 1000 qui peuvent prendre par là et puis avoir en griffe le succès que nous avons eu. OK? Et donc, on permet, avec notre histoire, avec notre expérience, à des jeunes qui ont des projets, qui ont des idées de projets, qui veulent être aussi dans l'action, de les prendre, de les suivre, de valider ces projets à notre niveau, de faire les premiers financements et puis de les voir s'envoler. Donc, il y a ce projet-là que, en tant qu'acteur de notre zone, on veut donner cette pas faveur, mais on veut permettre quand même participer à ce que l'écosystème grandisse. On ne viendra pas que dire
dans les cryptos, bien dans la blockchain, il y a 1, 2 ou 3 acteurs. On veut avoir plusieurs acteurs, avoir un environnement concurrentiel où des projets sortent comme on a dans d'autres zones. Et donc, justement, on a pensé à ce projet-là, EasyLab, qui est aussi là, qui en 2025 sera totalement prêt et puis lancé. Donc, voilà quelques projets quand même sur lesquels je peux ça déjà, c'est très intéressant. J'oubliais, EasyChange sera aussi une plateforme où vous pouvez venir faire vos trading, le trade. Voilà, on l'attendait. Ça ne sera pas que de l'achat. Enfin. Vous allez faire du trade, de spot, future et tout. Enfin, ouais. Et là, voilà, vous serez dans votre environnement. En tout cas, ce qu'on pense, c'est d'en faire un écosystème où dès que vous y entrez, il y a tout et vous n'aurez plus envie de sortir de là. Il le fallait. Ça sera un exchange. Ça reste dans le cadre centralisé. Hein. Ouais, il faut un KYC forcément. Bien sûr, centralisé. Ouais. On veut montrer au régulateur que on est avec lui. Ouais, c'est sûr. Il faut collaborer. Ouais. Mais ça montre la progression, ça montre l'évolution. Et il y a énormément d'utilisateurs qui attendaient ça, en vrai. Et ça fera d'EasyChange la plateforme de référence, tu vois, africaine, qui réussit à développer son modèle jusqu'au stade de toucher ces grands acteurs comme Binance et plus. Et de ce modèle, énormément de choses pourront émerger. Et moi, j'aime beaucoup ça et j'apprécie justement le projet de EasyLab qui se présente un peu juste par référence. Je pense à la BPI, je pense à Station F, qui incube également des projets fintech, mais qui sont parfois nationalisés, centralisés en France, etc. Bon, Station F assez ouverte quand même, mais BPI qui a vu naître énormément de projets blockchain dans l'environnement européen, mais on n'a pas énormément de références en ce qui concerne les incubations. Je sais que BitTrading fait déjà de l'incubation ici en Côte d'Ivoire, et ça pourrait être très bien de voir EasyLab également collaborer. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger, collaborer ensemble, mais justement permettre à ces jeunes, à ces fintechs qui sont en train de naître avec la croissance de l'écosystème, d'avoir des points de référence, se faire incuber, et puis boum, pour vulgariser encore plus la technologie blockchain, le Web3 et les services décentralisés, pour qu'on ait des solutions beaucoup plus concrètes ici, en Afrique, et surtout développées par des Africains. Et ça, c'est très bien. Oui, ça a toujours été l'objectif. Hein. Je pense que EasyChange est en train de montrer un peu la voie. Et quand je prends BitTrading et tout ça, c'est un peu ça. On essaie quand même de démontrer ou de promouvoir quand même nos talents. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rehausser les talents d'ici, il faut les dénicher et leur permettre de pouvoir faire sortir des choses innovantes. Absolument. Et de ne pas passer par les troubles par lesquels les anciens sont passés. C'est vraiment ça l'objectif d'être dévancier. Et c'est bienvenu. Mais en même temps, il y a une question qui me revient. Je vais revenir en arrière. On est vraiment en train d'atterrir là. Ben, vas-y. J'ai entendu ici que vous avez parlé de 14 pays aujourd'hui, tout ça. Ouais. À quel moment vous décidez de sortir de la zone francophone et commencer à vous attaquer à la zone anglophone? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire c'est le moment? Il faut qu'on parte voir ailleurs, il faut qu'on commence à toucher la zone anglophone, sachant que la zone anglophone est déjà très bien avancée. C'est quoi, au fait, l'objectif? Ouais, à ce niveau, déjà, on a même pris de retard parce que les utilisateurs, la zone anglophone, la zone francophone, on sait quand même qu'il y a des communautés où les gens échangent beaucoup. Et donc, ceux qui sont des francophones disaient « Ah oui, c'est telle plateforme, nous on utilise dans notre zone, voilà, on a telle facilité avec cette plateforme et tout. » Et donc, la demande a commencé à être de plus en plus grandissante à partir, en tout cas, venant de ces zones anglophones. D'accord, Kenyan et puis en tout cas certains autres pays. Et mais nous, comme tu l'as dit, on sait qu'il y a pas mal d'acteurs et que cet environnement, cet écosystème là-bas est déjà très développé. Donc on a dit il faut quand même qu'on leur offre déjà à la taille de ce qu'ils ont déjà là-bas, ce qu'ils peuvent déjà. Donc on a pris le temps, on a constitué les choses comme il faut. Et puis, voilà, on s'est lancé vers cette zone-là où les choses se passent très bien, qu'on va commencer à développer parce que la zone anglophone chez nous, c'est encore
c'est encore on n'a pas encore le grand nombre de pays, d'accord? Il y a le Nigeria à côté, qui est là, une force dans notre zone, en tout cas en Afrique, et qu'on doit intégrer très rapidement là, les choix à venir. Oui. Très, 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 très intéressant. Il y a une question d'un utilisateur, d'accord, qui disait, je sais que EasyChain touche quand même, qui est implanté dans certains pays, tout ça, à l'opportunité ou l'occasion de pouvoir échanger des autorités de ces pays-là. Comment est-ce que les gouvernements reçoivent la question liée à la crypto-monnaie? Est-ce qu'ils sont réfractaires ou est-ce qu'ils abordent la question de façon ouverte? Est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, à pouvoir facilement permettre aux startups ou à la jeunesse, par exemple, de pouvoir se développer en passant par ce moyen-là? Comment est-ce que vous qui échangez avec eux, là, comment ça se passe? Sur la question, ce que je peux dire... Pour la fin. Franchement. Sérieusement. Non, mais franchement. Non, mais il y a... c'est pas niveau, c'est pas palier, OK? Quand je prends, par exemple, l'exemple des banques centrales, de la banque centrale, OK? Il y a des agences principales dans des pays. À ce niveau, discuter des cryptos, c'est un peu beaucoup plus compliqué encore. D'accord? Mais dès que tu montes et tu vas au niveau du siège, c'est encore beaucoup plus ouvert. D'accord? Donc, c'est de cette façon que ça se passe. Ça, c'est déjà le régulateur. Ouais. En tout cas, ce que nous, on a constaté. Et ça, je dis, c'est notre expérience. On ne sait pas réellement ce qu'il y en est réellement, mais à ce niveau, c'est ce qu'il y en est, c'est ce qu'on a constaté. Maintenant, quand je prends les gouvernements, il y en a pas mal qui discutent sur la question. Nous, même quand je venais encore, j'ai été appelé par une autorité, quand je venais ici, ils voulaient que je participe à une séance où la question peut être abordée en tant qu'acteur. OK? Et justement, comme je devais participer à ces échanges, je leur ai dit tout de suite là, je suis occupé, mais on pourra en parler après. OK? Donc, c'est pour dire, puisque tu avais évoqué la question de GAFI. Le GAFI oblige, et ça, c'est ainsi, oblige chaque pays à faire ce qu'on appelle une évaluation de risque. C'est ça. Par année, ou je ne sais pas comment ça fonctionne effectivement. Donc, chaque pays doit produire un document pour montrer en termes de blanchiment d'argent comment ils gèrent les risques, quels sont les risques qui sont présents et comment ils font le monitoring, ce qu'on appelle la cartographie de risque. Chaque pays doit pouvoir le faire. Et pour le faire, on ne peut pas omettre les crypto-monnaies en parlant de risque en termes de blanchiment d'argent. Donc, du coup, ces gouvernants, ces autorités doivent travailler même avec des acteurs pour avoir des données. Et ça, nous, on a eu à participer à pas mal de ces enquêtes-là en donnant des détails sur comment ça se passe, comment on fait, quelles sont les mesures que nous mettons en place pour pouvoir leur permettre de faire ce travail. Donc, c'est pour dire, au niveau des gouvernements même, on sait que des acteurs sont là, on sait que des cryptos circulent, et donc, on est regardant dessus pour avoir des informations et pour faire la cartographie. Cela ne veut pas dire que le domaine est régulé, mais il faut l'information pour réguler. Et il faut comprendre comment ça se passe. Donc, voilà comment nous, on observe la chose. OK. Parfait. Je pense que ça met déjà une boucle justement par rapport à tout ça et à tout ce qui viendra au cours de cette année. On arrive déjà au thème de cette session et je tiens à remercier encore Edouard pour sa flexibilité avec laquelle il a fait montre aujourd'hui et l'ouverture également avec laquelle il nous a partagé tous ces points en ce qui concerne EasyChange. Donc, il y a de belles choses à venir. Il faudra juste rester connecté et regarder dans quelle mesure vous pourrez encore grandir et comment est-ce que cet écosystème-là est véritablement en train de grandir. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et s'il a permis qu'on puisse avoir cette technologie-là dans notre écosystème pour changer des habitudes, pour transformer des habitudes, c'est dit qu'on peut faire énormément de choses. J'aime pas trop le thème de l'Afrique doit rattraper son retard, etc. On doit évoluer comme on doit évoluer et on évoluera comme on doit évoluer avec les compétences qu'on a et on permettra à la prochaine génération de venir rencontrer
beaucoup plus de facilité dans les habitudes, que ce soit au niveau de la finance, au niveau de d'autres domaines d'activité, avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense qu'on aura Edouard peut-être pour d'autres sessions, avec d'autres acteurs autour d'une table encore, et parler encore en profondeur de beaucoup d'autres aspects. Mais pour cette session, on s'arrête déjà là, et puis on se dira à la prochaine. Merci Patrick. Merci Loïc. Merci Edouard. Merci à vous. C'était un plaisir. Plaisir partagé et rendez-vous au prochain numéro. Bye bye. Bye. Ciao.